What did you see, old man? Gojira. 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 But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 27. Cette semaine émission Destruction, Carnaval et arrivé à pied par la Chine. Dans notre maison, on ne pense qu'à la bombe. En mettant nos chaussons, on pense à la bombe, on pense à nos frères et on pense à la bombe. On pense à la bombe et on pense à l'explosion de la bombe. On n'a plus de joie, on n'a plus de chagrin, on n'a plus d'autres pensées du soir au matin. La bombe nucléaire, atomique, incendiaire, escadron de la mort, kamikaze militaire, on ne pense qu'à elle, la bombe. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux et qui les autres. Donc vous l'avez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Sexy Sushi. J'avais deux choix, c'était soit ça, soit la bombe atomique des musclés, donc j'ai dû choisir. Bon, il y a la Java des bombes atomiques aussi, oui, qui est un peu moins déprimante. Un peu moins déprimante, mais j'arrivais moins à faire une intro avec. Donc nous allons parler effectivement de nucléaire à l'occasion de la sortie chez Spectrum Film dans un bel écrin du chef-d'œuvre Shin Godzilla, donc le film de 2016 de Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Ensuite, nous parlerons de la disponibilité 2 ans après sa sortie espagnole de l'avant-dernier film de Alex de la Iglesia, Venezia Fregna. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest au complet, ça faisait longtemps. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Avec un beau maillot du Stade Rennais Football Club, même si c'est la trêve en ce moment, profitons tout de même. Bah oui, du coup on s'en fiche. Voilà, exactement. On n'a rien à faire. Heureusement, le cyclisme prend le relais. Ah, mais le Flandrienne en ce moment. Et il y a aussi de retour le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Ni cyclisme ni football pour moi. Très bien, comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Faut pas changer, ça change pas beaucoup. Et à la maison son de cette émission, donc mes deux camarades seront ravis de retrouver Ulysse. Donc voilà, bonsoir Ulysse qui revient parmi nous après évidemment des examens que l'on sait évidemment couronnés de succès, bien évidemment. Car ici, il n'y a que des numéros 10 dans notre team, bien évidemment. Exactement. Avant de passer à la section critique de l'émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, agenda local pour commencer. Nous vous rappelons que ce dimanche, qui est en plus un week-end prolongé, car les forces vives de la nation, la plupart en tout cas, ne travailleront pas lundi, car nos amis les chrétiens ont la bonne idée de fêter Pâques, et donc le jour sera férié, le lundi 1er avril sera férié, et ce n'est même pas une blague. Et donc vous aurez l'occasion de pouvoir venir voir ou revoir sans vous soucier du temps qui passe et de l'heure à laquelle vous allez vous coucher, dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma et mort, The Big Lebowski des frères Cohen, donc dimanche 31 à 20h15. Voilà, toujours un plaisir, même quand on n'aime pas le bowling. Oui, ou l'herbe. Ou l'herbe. Enfin, ou Creedence. Voilà. Bon, tout ça, ce sont trois de vos passions. Par contre, si vous aimez les Eagles, ne peut-être pas voir le film. Ouais, ça va, j'aime pas les Eagles. Mais personne n'aime enfin, dans le film, en tout cas, Jeffrey Lebowski n'aime pas les Eagles. Oui. Les fucking Eagles, comme il les appelle. Exactement. Voilà, sinon demain au tambour, double programme avec à 18h15 Tomboy de Céline Sciamma. J'ai pas vu depuis sa sortie en salle, je pense. Magnifique. Je pense. En tout cas, j'en garde un très bon souvenir. Et à 20h45, Victoria de Blake Edwards. Voilà. Excellent film. Donc une soirée autour de la question du genre. Exactement. Absolument. Erwan, vous avez deviné la thématique. Encore un esprit. La confusion des genres, pourrait-on dire. Qui était le titre d'un film avec Pascal Grégory, je me souviens que j'ai vu ça. La confusion des genres. Il y a des années de ça. De qui? Je ne sais plus du tout, mais je me souviens que c'était pas mal. Voilà, merci docteur. Je me souviens que c'était pas mal et je trouvais que le titre était assez beau, justement. Sinon, donc cette semaine à l'Arvor, quand même plein de projections. Ça commence 27, c'est demain. Oui, c'est demain. Donc, dans le cadre du ciné-club proposé par le lycée Couette-le-Gon, vous pourrez voir Evil Dead 2 de Sam Raimi.
quand même pas mal. Hein. Madeleine. C'est pas dégueulasse. Qu'on avait vu il y a quelques années à l'ancienne Arvor, je me souviens. Exactement, qu'on avait projeté dans le cas des films du dimanche soir. Tout à fait. Voilà, c'est toujours un grand plaisir à revoir. Sinon, en partenariat avec Clair Obscur, c'est le jeudi, il y a le documentaire Honeyland de Tanora Kitevska et Lubomir Stevanov. J'en parle surtout car c'est accompagné par notre camarade apiculteur cinéphile Jérôme Mélé du Miel Mélé et compagnie, qui en tant qu'expert du miel et du cinéma viendra donc parler du film. Voilà. Et sinon, toujours le 31 dimanche, mais c'est à 18h, donc vous aurez le temps de le voir avant d'aller voir bien sûr l'événement The Big Lebowski, proposé par Cinéphare et Film en Bretagne, le documentaire Non de Sana Na Enada. Voilà. T'as choisi que des titres avec soit des réalisateurs au nom imprononçable, soit des titres carrément imprononçables. Quoi. Écoute, c'est important, Erwan, dans la vie de se challenger un petit peu. Mais je vois ça. Alors, sinon, dans les sorties nationales, pas grand chose. Elle est sortie vendredi dernier ou jeudi dernier sur Amazon Prime, le remake de Roadhouse par Doug Liman avec Jack Gyllenhaal et Conor McGregor, donc le mec de MMA. C'est nul. Ah, tu l'as déjà vu? Oui, je l'ai vu hier avec quelques camarades, parce que je me suis dit, de toute façon, je le verrai jamais tout seul, déjà que j'avais pas vraiment envie, et j'ai déjà oublié. À part qu'il y a des super chemises hawaïennes, Jack Gyllenhaal. C'est nul à chier. Ok. Et sort ce vendredi un autre film qui sera probablement nul à chier. Ah, j'espère que réalisé par cet analphabète de Nicolas Leclerc, donc la nouvelle version du Salaire de la peur avec Franck Gastambide, Fianso, Anna Girardot et Alban Lenoir. Ça s'appelle pas le palais de ta sœur? Ah mais putain, alors là où ils se sont dit que l'histoire originale est déjà pas assez forte, juste le principe de mecs qui vont convoyer de la nitroglycérine sur des chemins escarpés, dangereux, ça crée pas assez suspense, ils rajoutent genre des djihadistes au milieu qui leur tirent dessus. T'as un extrait du film qui est sorti, c'est vraiment un truc réalisé par un analphabète, quoi, genre en termes de géographie de l'action, de mecs qui font n'importe quoi, qui courent comme des vieux alors qu'ils ont 30 ans, qui se cachent derrière des camions remplis de nitroglycérine alors qu'on leur tire dessus avec un sniper qui est à 100 mètres et qui loupe des mecs debout et immobiles en plein milieu du désert. Ça a l'air, mon Dieu. Je sais pas. Ça a l'air crédible. Ça titille quand même ma déviance. Ça sent la future soirée mauvais film. Ah bah putain, là clairement. Mais en fait, j'ai bien peur que ça soit chiant en fait, surtout. Oui. Mais ouais, non. Chiant et à chier, chiant comme la mort, à chier comme la pluie. Mais bon, tout ça évidemment, ce sont pour l'instant que des hypothèses. Mais bon, vous connaissez notre théorie. Hein, les vrais cinéphiles n'ont pas besoin de voir les films pour savoir que c'est de la merde. Il y a pas le film d'Ethan Cohen qui sort. Il sort le début avril, le 5 avril. C'est un des seuls trucs que j'ai envie d'aller voir. Nous en reparlerons bien évidemment, Docteur, mais voilà, il sort le 5 avril, donc la semaine d'après. Voilà, mais sinon donc rayon sortie cinéma dans les salles, il y a La Promesse Verte avec Alexandra Lamy, based on a true story. Elle va partir chercher son fils qui est apparemment emprisonné en Indonésie sous un prétexte fallacieux. Elle va se battre contre l'administration, tout ça. Bref, encore un film terriblement engagé, mais bientôt, je vous rappelle qu'il y a un film sur le combat de José Bové à l'Union européenne sur les pesticides et tout, avec le pote Bouli Lanners qui joue José Bové, qui donc s'est fait une belle moustache blonde pour l'occasion. Voilà. Sinon, vous qui aimez la bagarre, Docteur, le kung-fu, il y a Kung Fu Panda 4 qui sort. Je ne sais même pas qu'il y a un 3. J'ai vu aucun des Kung Fu Panda. Moi non plus. Mais j'ai pas d'enfant, donc. J'ai juste vu une petite vidéo promo qu'ils ont fait, où il y a quand même James Hong qui, à 95 ans, a l'air toujours d'en faire 30 de moins. Alors, il est absolument increvable. Le mec a pas bougé, mais depuis Jack Burton, le mec est impeccable. Je pensais même pas qu'il était encore vivant. 95 ans, il tourne encore, il est en pleine forme, il lève la jambe. Eh ben très bien, écoute, écoute si ça peut au moins donner si ça peut donner du boulot à des bons acteurs, des bons acteurs américains d'origine asiatique, ça me va très bien. Moi. Exactement. Sinon, demain il y a un nouveau film de prof exploitation avec Pas de vague avec François Civil. Voilà, okay. François Civil qui visiblement a décidé de faire un peu tous les métiers possibles imaginables parce que les dernières il jouait un flic en civil. Et donc là il joue un prof, là ça part de harcèlement, est-ce qu'il ferait pas un peu tout touche avec des élèves, tout ça, super. Sinon il y a un film qui s'appelle Le Jeu de la Reine avec Jude Law et Alicia Vikander, je fais un petit cœur, donc où Jude Law joue Henri VIII. Ok. Putain, Henri VIII, le mec qui a tué le gros mec à barbe, ouais, voilà, gros qui mec ressemble vachement à Jude Law. Et voilà. Ah, Jude Law, tu sais, maintenant, il a plus de 50 ans, il s'est un peu empâté. C'est vrai. Il a perdu ses cheveux. C'est un Britannique, il est capable de tout jouer, il peut tout jouer. Shakespeare, voilà, il peut tout exactement, jouer. Ils peuvent tout jouer. Sympathique, Jude Law. Et sinon, comme je sais que vous êtes des mélomanes, demain, j'espère qu'il passera à Rennes, croisons les doigts, il y a le documentaire Hate to Love qui sort, consacré à Nickelback.
Oui, pourquoi un documentaire sur Nickelback? Du groupe dont je ne sais rien à part le nom. Que c'est à chier. C'est pas terrible, hein. C'est quand même vraiment pas bien du tout. C'est vraiment un truc de gros beauf bro, là, dégueulasse. Ah oui, ouais. C'est bien nul. Donc voilà, toutes ces choses dont nous ne parlerons probablement pas la semaine prochaine, sauf si tu veux parler du salaire de la peur, hein, Thibaut, mais... Non, j'aurais pas... Ouais, je vois la perversion dans tes yeux. Voilà, je sens que t'as envie quand même un peu. Ça vous titille un peu. T'as envie quand même. Ça vous gratouille. Hein, ça, oui, ouais, je sais. Ça vous intrigue non, de soutenir le cinéma de genre français et Netflix. Voilà, bref, on va passer à la section critique de cette émission et on va tout de suite rejoindre le roi des monstres. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Fu Manchu avec Godzilla. Car de Godzilla, il va en être question à l'occasion de la sortie, enfin officiellement en France, grâce à Spectrum Film, de Shin Godzilla, aussi connu sous le nom de Godzilla Résurgence, réalisé par Hideaki Anno et Shinji Higuchi, film de 2016, qui marquait le grand retour donc du roi des monstres, parce que le dernier film en date avant c'était Godzilla Final Wars en 2004. Il n'avait pas eu d'autres de entre les deux. C'était quand même un hiatus de 12 ou 13 ans. C'était rigolo, hein, Godzilla Final Wars, qui était potachesque mais très sympathique. Sacrément bordélique. Hein. Ouais, mais qui était très beau, il y avait plein de monstres. Royek Kitemura, c'était un best-of, ils avaient mis tous les monstres. Il y avait plein de monstres, il y avait des méchants russes, il y avait tout, c'était assez cool dans le genre série B. Mais un sacré bordel, et donc là, effectivement, Lato avec Shin Godzilla opérait un reboot finalement de sa franchise, en le confiant donc à Hideaki Anno, qui est connu notamment comme étant le créateur et réalisateur de la saga Evangelion, que j'ai regardé jadis à l'époque, mon frère avait les DVD. J'ai jamais rien trop bité, mais un peu comme tout le monde je crois, mais il y avait des gros mechas, des gros monstres qui se tapaient sur la gueule et c'était hyper beau et hyper chouette. Donc clairement le gigantisme c'est un truc qu'il connaît, et il a travaillé sur le film donc avec Shinji Higuchi, qui est lui plutôt un spécialiste des effets spéciaux, justement, et le film visuellement je trouve très impressionnant, car on sait évidemment que c'était un gros budget, on va dire, dans le cadre du cinéma japonais, mais dans le cadre des standards, on va dire, occidentaux, notamment américains, c'est évidemment moindre que pourrait prétendre un tel blockbuster, qui donc, parce que Shin Godzilla, à l'époque, c'était déjà 28 films, et donc, il y a quand même un lourd héritage, puisque depuis 1954, il y a eu quand même, on avait parlé de Godzilla Minus One, ils sont passés par à peu près toutes les étapes possibles, des films très sérieux, des films totalement baroques, des films complètement cons, des films absolument débiles, des films pour enfants, des choses très pulp, des crossovers avec d'autres monstres, tout ça, avec King Kong notamment, bien évidemment. Donc il y a quand même un lourd héritage. Avec la créature de Frankenstein aussi, je crois. Je me demande s'il n'y a pas un Godzilla versus Frankenstein. Ils sont bien capables. Si c'est pas un truc officiel, en tout cas, il y a probablement des margoulins comme ça. Sachant qu'il y a plusieurs périodes, il y a plusieurs cycles en fait. Il y a un premier cycle dans les années 50-60, puis après un deuxième cycle de reboot dans les années 90. Et là, là on arrive dans le troisième cycle, en fait. Mais donc, il y avait évidemment donc un lourd héritage à traiter, de traiter Godzilla à l'ère moderne, et notamment là dans le film, on va dire, après le spectre nucléaire, fin de la bombe atomique de 1945 sur Hiroshima et puis Nagasaki, qui était évidemment ce qui planait sur le premier Godzilla. Là, en l'occurrence, c'est le spectre de Fukushima, qui était encore récent dans la mémoire japonaise. Et je trouve que l'approche de Anno et Higuchi sur le film est absolument formidable. Donc, évidemment, ça va être ancré dans quelque chose, dans un terreau crédible et réaliste, mais plus que de passer, on va dire, par le point de vue des petites gens qui verraient donc l'arrivée du monstre, ça va être globalement du point de vue du gouvernement et de l'administration japonaise, et pour des gens comme moi qui kiffent le bureaucratie porn et les trucs administratifs, on voit des gens avec des mecs qui font des réunions, des gens qui sont en costard et qui marchent très vite dans les couloirs en parlant de trucs de géopolitique, où il y a une foule de personnages, enfin c'est toute la bureaucratie japonaise qui est mise en action, où il y a beaucoup trop d'informations à l'écran, il y a beaucoup trop de choses. Il y a les titres de tous les personnages qui s'inscrivent à l'écran en même temps que les dialogues. Dans un véritable déluge, pendant que le monstre avance tranquillement sous 4 formes différentes. Et ça, on y reviendra, parce que les évolutions de Godzilla dans le film sont merveilleuses. Et là, c'est à la fois un côté évidemment
Pulp avec quand même la goule qu'il a, mais alors qu'est-ce qu'il est choupinet de l'an au début, ouais. Quand c'est une larve avec ses énormes yeux de peluche qui ravage tout sur son passage, et donc vraiment du bureaucratie porn qui en plus en termes politiques et en termes de mise en scène est vraiment fascinant, parce que à un moment donné, quand on branche des photocopieurs en pagaille et en série, c'est presque plus épique et plus excitant que toutes les scènes de destruction. Et moi, rien que ça, en le revoyant quand il était repassé à l'Arvor en octobre dernier, j'étais mais en transe de voir toutes ces scènes de photocopieux, avec des dossiers qui passent de main en main, et c'est absolument prodigieux. Thibaut. Oui, moi je l'avais vu. Un peu décousu tout ça. Mais... Oui, mais... parce que c'est le cœur qui parle plus que le cerveau. Moi, je l'avais loupé quand il était passé. Il me semble que c'est les camarades de 97 mm qu'il avait proposé en séance à l'Arvor. Moi, je l'avais zappé. Et du coup, là, c'était l'occasion de rattraper. Et quel plaisir! J'ai adoré. Quel plaisir! Alors, en effet, c'est du bureaucratie porn, mais c'est même pas en mode Aaron Sorkin à la Maison Blanche. Du walk and talk. C'est pas du walk and talk, c'est du sit and talk. Ouais. Et là, c'est incroyable. La chorégraphie de ces bureaux, de ces chaises, de tous ces personnages, parce qu'en effet, c'est pléthorique. Et en même temps, des espaces. Il y a une chorégraphie des dossiers, il y a une chorégraphie... De la circulation de la parole et de la chaîne de commandement. Il y a une chorégraphie des ordinateurs, parce qu'en plus, il y a un régime d'image qui switch. Des fois, on est en vision un petit peu subjective. Le point de vue de l'ordinateur. Le point de vue de l'ordinateur, avec la chorégraphie et avec la chorégraphie du montage, parce qu'en fait, c'est un film qui est extrêmement sérieux, et on passe en fait de ces différentes salles de manière totalement... élégante, naturelle, évidente, quasiment évidente, ce qui fait que on n'est jamais perdu. Alors bien entendu, il y a les titrages de où est-ce qu'on est, avec qui parle. En fait, parce que c'est un bordel sans nom. Il y a le chef du cabinet, le premier ministre, le chef des transports, la défense, les transports, l'écologie, des biologistes, des scientifiques, des universitaires. L'ambassade américaine. Plus tard, j'y reviendrai plus tard. Mais tout le début du film, en fait, en gros, avant l'arrivée de Godzilla dans la ville. Qui est alors qu'au bout de 10 minutes, en gros, il commence déjà à péter le truc et machin. Commence, voilà, on dit c'est peut-être une bête tout ça, mais il y a on va dire peut-être la première demi-heure avant que ça parte dans des questionnements géopolitiques et de politique internationale. Il y a un côté inhérent au Japon, ou comment fonctionne la bureaucratie japonaise, la gestion de crise, l'administration japonaise, qui est absolument prodigieux. On ne s'ennuie jamais une seconde. Les dialogues, les regards se répondent au tac, c'est ah là 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 là, je n'en pouvais plus également. En plus, tout le monde pue la classe, comme pas possible. Casting incroyable, tout le monde est très sérieux, le montage est très sérieux, la mise en scène est ultra précise, avec des cadres ultra léchés, très peu de mouvements de caméra, pas de musique. Bref, très peu de musique, à part sur quelques scènes justement clés. Mais bref, on est au cœur du rouage administratif, et ce gage de sérieux-là permet bien évidemment la résurgence de Godzilla, et je trouve que ce parti pris-là est un parti pris qui sert admirablement le roi des monstres, qui, après on y reviendra peut-être, mais moi c'est un monstre qui me fascine, c'est un monstre pour qui j'ai de l'empathie, clairement. Enfin, il nous dit tellement de choses, ce monstre-là, que j'en pouvais plus. Et après, le film aurait pu rester, aurait pu être circoncis vraiment à cette question de bureaucratie. Et en plus de ça, au fur et à mesure du film, le métrage va s'élever. Il y a un mouvement de caméra, la caméra va s'élever. Les enjeux géopolitiques vont s'élever, le monstre va s'élever, bref, tout va s'élever. Oh là là, mais ce gros patapouf là, quand il se met sur ses deux pattes là, c'est merveilleux. Docteur. Alors moi, c'est vrai que je l'avais vu en 2016, mais dans une version 2016-2017, quand il y avait des copies pirates. Voilà, mais sauf que moi je l'avais vu dans une version tronquée, ce qui fait que le film était assez difficilement compréhensible, parce qu'il manquait quasiment une demi-heure sur 2 heures, ce qui fait quand même pas mal. Et les relations entre les personnages surtout étaient pas très claires en fait. Alors que là, c'est c'est quand même beaucoup mieux évidemment dans ce montage d'1h59, dans la mesure où ça tourne beaucoup autour d'un
duo qui est le duo constitué d'un des conseillers du gouvernement japonais avec une jeune femme qui est nippo-américaine et parce qu'en fait, qui représente un petit peu l'ambassade. Quand il voit que les rouages de la bureaucratie sont un peu grippés, il va y avoir une équipe qui va se mettre à vraiment bosser sur le sujet, un petit peu les mavericks, les geeks justement comme ils disent, qui vont essayer de prendre et de comprendre la bête et de voir comment est-ce qu'on peut l'attaquer, parce que visiblement les missiles ça marche pas. Et ce qui est bon, là effectivement moi je vous rejoins, c'est vrai que c'est un film qui va, alors par contre c'est pas un film où faut faire autre chose en même temps. Tu vas pas pisser, hein. Non, c'est un film qui va hyper vite, c'est-à-dire que même au niveau du montage, en regardant le film, je me suis dit c'est vrai que c'est pas si courant de voir les mecs disent un truc et dans le plan suivant c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a pas on voit pas les entre-deux en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment uniquement justement le pouvoir de la parole, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose et la chose est concrète en fait dans le plan d'après ou dans la scène d'après. Alors qu'on sait qu'il y a des rouages extrêmement complexes entre chaque prise de parole. Exactement. Mais ils perdent pas de temps justement. Alors il y a ça, puis il y a pas non plus du tout ce côté mélo en fait qui a souvent dans beaucoup de Godzilla, notamment dans le dernier il y avait ça. Mais parce que c'est vu, parce que ça fonctionne quand c'est vu du côté justement de la population en fait qui perd des gens, etc. Alors que là c'est le côté froid. Voilà, il y a une espèce de de distance évidemment, puisque et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas la plupart des Godzilla en fait, notamment pour ce qui traite de de l'action de l'armée, sont souvent des Godzilla qui montrent une certaine forme d'incompétence, pas forcément volontaire, mais généralement dans les vieux Godzilla, les militaires arrivent, ils tirent tout ce qu'ils ont, et puis évidemment ça marche pas quoi. Ce qu'il en fait est plutôt montré avec l'action de l'armée américaine où les mecs se ramènent avec toute leur arrogance et leurs super avions pour aller balancer des grosses bombes sur Godzilla, genre allez poussez-vous les péteux japonais, là les ricains arrivent mais en fait, avec leur ingérence habituelle dans les affaires japonaises. Je pense que c'est lié aussi au fait que ça soit plutôt lié à Fukushima qu'à Hiroshima ou Nagasaki, c'est que c'est plus un film sur l'impuissance en fait, c'est-à-dire que les personnages sont ultra compétents, c'est-à-dire qu'il y a pas c'est pas des foireux, c'est pas des mecs, il y a pas de querelle d'ego, il y a des débats, est-ce qu'il faut détruire, est-ce qu'il faut pas détruire, il y a des ratés de communication, mais il y a pas, ne peut pas aller sur Terre et merde. Voilà. Mais mais c'est pas des nuls en fait quoi, c'est pas des gens ils sont pas du tout montrés comme des nuls, au contraire ils sont plutôt montrés comme un service public qui s'occupe de la population, et ça c'est un truc qui revient beaucoup dans le film, c'est l'idée de faire évacuer les gens en fait, qui est un peu leur obsession en fait, et qui du coup les ralentit parce que Godzilla lui il en a rien à foutre, et donc il y a un peu cette idée que face à un cataclysme il y a une espèce de présence de la nature qui est totalement indifférente à l'être humain. La lourdeur administrative empêche une certaine efficacité. Ouais, mais elle est nécessaire. Oui. C'est-à-dire que dans une démocratie, t'es obligé d'avoir plusieurs échelons parce que sinon c'est un type qui décide pour tout, et le rôle du Premier ministre justement est vachement intéressant. C'est ça la question à chaque fois en cas de conflit, en cas de guerre dans un régime démocratique, est-ce que à un moment donné tu donnes on va dire le pouvoir de décision à un groupe qui va dire on fait ça tac tac tac, même si ça contrevient on va dire à des principes de fonctionnement d'une démocratie, ou alors est-ce qu'on reste dans des rouages purement justement démocratico-bureaucratiques, quitte à ce que l'efficacité soit moindre. Et le film tranche pas vraiment en fait. Non. C'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement les personnages s'affranchissent, et des moments où au contraire l'action, on va dire administrative, fonctionne plutôt bien quoi, ou en tout cas que ils arrivent à avancer quand même dans leur compréhension du phénomène auquel ils ont affaire. Mais après il faut pas oublier non plus qu'on est quand même dans un Godzilla. Alors les gens qui pensent au Godzilla américain seront peut-être déçus parce qu'en fait dans les Godzilla japonais, il y a finalement assez peu de Godzilla, c'est-à-dire il y a souvent 2-3 scènes de destruction, puis c'est à peu près tout. Puis le reste c'est des personnages qui jouent quoi. Et là par contre moi je trouve que les scènes de destruction sont vachement bien. En plus c'est super cool parce que elles sont hyper inventives. À la fois ça mêle des maquettes, ça mêle des effets spéciaux numériques, et les différentes scènes de destruction sont assez différentes. Au début, donc, il est en stade larvaire, grosse larve qui navigue dans le fleuve, puis après monte sur la terre, et puis casse tout avec son gros cul en avançant avec sa pure goule. Après il monte sur ses deux pattes avec sa grosse queue qui flotte, il sait pas trop quoi en foutre. Et Godzilla, le principe, à l'inverse par exemple du Godzilla de Roland Emmerich, qui était un tout petit truc ridicule qui zigzaguait entre les buildings, là non, lui il va tout droit puis il nique sa mère. Il y a un building, on passe par dessus, on tombe, on s'arrête pas, on casse plein de trucs quoi. Et les humains n'hésitent pas à casser plein de trucs aussi, si ça peut ralentir ou arrêter Godzilla. Et on arrive du coup avec cette scène on va dire presque centrale, donc de nuit, où les Kari bombardent Godzilla, où là Godzilla prend
toute son ampleur, parce qu'on et toute attend un sa truc, force. parce qu'en fait, On attend voilà, le rayon parce qu'en fait, atomique. voilà, nous on sait très bien ce qu'est censé être Godzilla, donc on attend effectivement le moment où ces écailles dorsales vont se mettre à briller et où voilà, et où en fait il va tout péter. Et effectivement, Et je veux dire, c'est il découpe quand même des immeubles, il découpe des buildings en deux. Et quand c'est même, là hein, où je t'as veux dire, la musique qui monte, t'as les chœurs célestes quasiment un dramatiques. moment de c'est poésie. l'apocalypse, c'est l'apocalypse, Ah, hein, de c'est pure Un moment grâce. de poésie, destruction porn absolument admirable, filmé en plus de manière, le film là du coup vraiment s'élève de manière un peu plus large. C'est On va montrer toute la terreur et toute la puissance de Godzilla, quoi. c'est une scène qui est difficilement descriptible. Il faut la voir pour le croire, tellement elle est magnifique, tellement. J'avais les poils au cinéma. Ah, Même en mais- le revoyant et tellement j'avais les tu poils. te rends compte que cette bestiole, que ce monstre est peut-être le plus beau de l'histoire du cinéma à ce niveau-là, parce que il est là pour nous faire du mal, mais il est là pour une raison. Enfin, il a une naissance due au fait des activités humaines. Et en gros, puisque c'est la pollution qui le fait naître là. C'est Oui. la pollution atomique. on a ce qu'on mérite, nous, en tant que C'est population pas, humaine. tu vois, c'est pas un monstre mythologique qui viendrait comme ça par on a, la grappe, en fait, pouf. on a ce qu'on mérite, et donc du coup, Payback quand time. voilà, c'est sa revanche, mais sa revanche est tellement belle, et c'est tellement mérité ce qui nous arrive en fait. Et puis c'est pas volontaire. Enfin, je veux dire, c'est indifférent en fait. C'est ça le truc aussi. Et puis c'est finalement- que Oui, son que attaque est pas ciblée. C'est hein. pas voilà, C'est pas ciblé, et puis ils le disent dans le film, il a également le droit à la vie, il faut trouver un équilibre entre nous et le monstre, et ce qui fait que quand ça pète, tout ça, c'est d'une majesté hallucinante. Alors pour moi, il y a aussi quand même. Moi, je pense qu'il y a aussi quand même tout un truc sur les questions de représentation. C'est-à-dire qu'ils savent, les réalisateurs, que Godzilla, ça a été longtemps justement un mec dans un costume. C'est le et que premier ça- et où que- c'était pas un mec dans un Voilà, costume. le premier, si, il y a un mec dans un costume dans le premier. Non, c'est le premier de Alors c'est le Godzilla. premier, oui, c'est le premier où effectivement où c'est pas, même si je me demande s'il n'y a pas des plans quand même où il y a quand même un mec dans un costume, mais bon, peu importe. Je trouve qu'il y a un truc dans les différentes phases de mutation de Godzilla, il y a quelque part le passage d'un Godzilla, on va dire un peu infantile, qui est le Godzilla larvaire du début, avec ce côté effectivement très pelucheux, très Vous avez un camarade Ah, qui, c'est un doudou, hein. qui a une peluche de la larve. presque kawaii, hein. Ah oui, c'est un voilà. doudou. Et on passe au Godzilla adulte dans cette scène nocturne, moi qui je trouve devient beaucoup plus imposant et beaucoup plus crédible entre guillemets quoi. En fait, ça je trouve qu'il y a un truc assez intéressant qui se fait là-dessus sur la manière dont le Godzilla est représenté, c'est-à-dire Presque rassurant parce que t'as l'impression de retrouver un pote, mais Si, c'est ça. ah mais oui, c'est lui. Bah oui. Clairement. Et puis, je trouve que tout l'aspect, parce que moi, ce que j'aime bien dans les Godzilla, c'est comment on va tuer Godzilla. Et donc, du coup, il faut trouver une solution qui soit crédible. Et pour un tuer- peu original. Voilà, pour tuer Godzilla. Et là, je trouve que là, comment dire, le truc est pas mal en fait. Ingénieux. Ouais, avec l'idée que son énergie, en fait, c'est comme c'est une sorte de pile en fait, Godzilla, et que il peut cracher il peut cracher du laser, il peut cracher du feu, etc., etc. Mais le truc, c'est qu'il peut le faire que pendant un temps donné, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'il se Recharge. voilà, Qu'il qu'il se recharge, et donc batterie, il s'immobilise en plein milieu de la ville, il bouge plus, et on peut calculer qu'il va se réveiller dans tant d'années, enfin dans tant de jours, etc. Donc ça laisse du temps. Enfin voilà, et donc il y a une espèce de côté un petit peu comme justement avec un phénomène naturel qui reviendrait comme des ouragans, vous voyez, des choses comme ça, quoi, qui reviendraient comme ça régulièrement. Et je trouve que la solution qui est inventée est à la fois un peu tirée par les cheveux et en même temps assez cohérente par rapport au type de monstre auquel on a affaire, de l'équipe monstres à bossée, sang-froid, hein, de monstres à sang-froid, etc., etc. Donc voilà, je trouve qu'il y a des, c'est ça le truc, c'est que c'est un film qui arrive à concilier le côté très fantaisiste en fait de ce type de film-là avec une espèce d'approche mais presque à la Francesco Rosi quoi pour moi quoi. C'est-à-dire tu vois, c'est une approche film dossier, c'est une approche film dossier en fait. C'est ça. C'est-à-dire c'est un mélange de Godzilla et de film dossier. Voilà, donc c'est Le meilleur des deux mondes. voilà, donc c'est assez donc ça peut être assez improbable à vue de nez comme ça de loin. Mais je trouve que au final ça marche plutôt bien. Après moi je suis content par exemple que dans Minus One ils aient choisi une autre voix. Oui. Qu'ils aient choisi une voix plus mélo par exemple, et moi je pense que ça montre aussi quelque chose, c'est que Godzilla finalement c'est comme tous les mythes, c'est une figure en fait qui se prête en fait à quasiment tous les traitements possibles et imaginables. Vous pouvez le faire en version blaguesque, vous pouvez le faire en version tragique, En version SF, en version je sais pas, voilà. film d'aventure, Voilà. buddy movie. Exactement, et je trouve que ça. Parce que les ricains ont visiblement décidé de faire très vite en disant bon on fait genre un truc ça puis après on fait se fait chier, on va plutôt faire genre un truc pop complètement
complètement con avec Kong versus Godzilla et des Ouais, machins mais comme ça. Mais parce que voilà, que c'est de temps pas en temps, leur il faut truc. aussi qu'il y ait ça, parce Ah que oui. et alors c'est compliqué parce que je sais pas Ça me comment, fait rire. je sais pas comment marche le fan de Godzilla au Japon, quoi. Est-ce qu'ils sont aussi, voilà, pointilleux que le fan de Star Wars? Mais bon, faut savoir quand même que tous les Japonais ont grandi avec Godzilla à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on regarde quand on est gamin, Godzilla, quoi. Dans en les fait. bonus du film, il y a donc Moisakis et puis Dupuis de Capture Mag lors de la présentation du film au cinéma de l'Étoile, je crois à Paris. Donc où il y a Julien Dupuis qui parle du film et notamment des différents stades donc de Godzilla dans le film, où la TO à la base était pas hyper chaude pour qu'il y ait plusieurs stades d'évolution, des machins, et puis les mecs des produits dérivés ont fait ah si nous par contre ça nous intéresse hein, parce qu'on va vendre plus de pluches là, donc Bah oui, oui. il y a du coup ce côté quand même assez conscient du caractère commercial, mercantile et du mythe qui est de toute façon qui est une manne financière Ah oui. incroyable et indéniable. Ah bah oui, de oui, Godzilla, bah ça entre les se- costumes, les masques, les peluches, les Oui, puis figurines. c'est une icône de la pop culture Ouais. mondiale. Hein. Enfin, je veux dire, Godzilla, ça a été pendant très longtemps une icône nationale au Japon, et aujourd'hui, maintenant, c'est une icône mondiale. Enfin, tout le monde sait qui est, enfin, tu vois, tout le monde sait qui est Godzilla, quoi. Enfin, ou j'espère, quoi, Oui. que tout le monde sait qui est Godzilla, même si on n'a jamais vu un film de Godzilla. Mais par contre, je pense voit la qu'il boule qu'il a. je pense qu'il y a toujours cet effet-là, c'est-à-dire que les gens qui connaissent Godzilla par les films américains, je pense que ça peut vraiment les surprendre de regarder les versions japonaises, parce que voir les un vrai versions film. japonaises partent dans plein de directions différentes, et comment dire, c'est plus des films de personnages que des films de monstres, en fait. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve, avec Godzilla, c'est que il y a pas c'est effectivement, il y a ce côté monstrueux, mais il y a pas de justement de monstre porn, moi je trouve, dans ces films-là. En fait, ça reste assez, non mais quand ça arrive, mais par contre sinon ça reste assez limité à une scène au début, une scène au milieu, une scène à la fin. Parce qu'à un moment donné, généralement. quand genre dans les films, ils mettent King Ghidorah, ils mettent Mothra, Ah oui, mais ils voilà. mettent, Non mais là ils c'est mettent quand il y a le fils de Godzilla, Godzilla, non mais là c'est quand il y a des Royal Rumble, Oui. voilà, qui voilà, Oui, il faut du catch, Clash et- of, voilà, c'est quand tu fais des Clash of the Monsters et ce genre de trucs là. Mais là c'est du Godzilla tout seul, donc finalement ça et ça renoue vraiment avec celui de 54, parce que celui de 54, moi je me souviens que la première fois que je l'ai vu, moi j'ai vu ça au lycée, et je m'étais un peu fait chier parce que je savais pas ce que je regardais, en fait. C'est-à-dire que celui de 54, moi pour moi c'était tu vois, c'était il casse des maquettes, un type dans un costume qui casse des maquettes, ça va être rigolo. Et puis en fait c'était C'est pas drôle. en fait non, d'une part c'est pas drôle, et puis c'était vachement sur des questionnements moraux, c'est-à-dire sur la bombe, qu'est-ce qu'on a fait, merde, ça nous revient dans la gueule, le retour du refoulé, tout ça, et donc on retrouve un petit peu ces thématiques-là, alors actualisées bien évidemment, mais je trouve qu'on retrouve l'esprit de sérieux du premier, en fait, c'est-à-dire et ça je trouve que faut pas que ça soit tout le temps comme ça. Je pense qu'il y a des moments aussi, il faut justement, comme les versions américaines, les dernières, il faut que ça soit un peu bas du front aussi, puis un peu pulp, mais c'est bien, je trouve, de passer de l'un à l'autre, ce qui fait que finalement quand tu vas voir un Godzilla, tu sais que tu vas voir Godzilla, mais tu sais pas trop donc, à quelle sauce il va te manger, voilà. Dans quelle forme tu vas le voir, ouais. Oui, Thibaut. pour rebondir sur ce que dit Erwan, c'est un film en effet de personnages. Pour moi, il y a une scène clé. Alors pas côté monstre, mais côté personnage. C'est quand donc il y a la conseillère de l'ambassade américaine qui discute dans une espèce de no man's land. Je crois qu'on est à la gare, il me semble, la gare centrale, avec son acolyte de l'administration japonaise, et là où elle parle en fait ma mère a grandi pas avec Fukushima, pardon, mais avec Hiroshima et Nagasaki, et en fait il parle. Il y a un travelling, et la caméra se lève, elle se lève, et il y a un plan de grue, et pour moi c'est le plan le plus, là quand je disais que le film s'est levé, il s'élève du côté du monstre avec cette scène de nuit, et là en termes de personnages et en termes de qu'est-ce qu'est le Japon dans les années 2000, en fait ici vraiment le film s'élève parce que tu as ce personnage féminin qui est américaine, qui ambitionne de devenir présidente des États-Unis, donc ça dit aussi beaucoup de choses un petit peu sur ce qui se passe aux États-Unis, et en même temps ce qui se passe au Japon, parce que tu as puis l'état de dépendance, exactement, entre le Japon et les États-Unis. tu as en même temps d'ingérence des USA au Japon. t'as en même toujours. temps le côté le Japon, on a une histoire compliquée, merde, Godzilla il revient, bon c'est compliqué, bon on a quand même fait un peu des conneries, bien entendu il y a Fukushima qui nous revient en mémoire, et de l'autre côté il y a l'ingérence américaine au Japon. Les Japonais en ont marre de cette allégeance, ils veulent vraiment ce colonialisme. oui, voilà, ils veulent le contrer, et il y a ces deux éléments humains, enfin un humain, on va dire humain à l'échelle japonaise, et un géopolitique à l'échelle, on va dire, internationale, parce qu'il y a l'ONU qui se ramène, il y a la France, Cocorico, c'est grâce à la France qui se ramène, on peut le dire. et en fait la caméra s'élève, et en même temps il y a ces deux axes de réflexion là qui s'élèvent, ce qui fait que le film passe d'un côté bureau administration japonaise à c'est quoi être japonais et c'est quoi la situation géopolitique au Japon.
admirable. C'est admirable. Après, c'est un mouvement de caméra qui fait dire tout ça. C'est quelle Après, puissance. c'est un film qui est très japonais parce qu'il y a toute cette célébration de l'esprit collectif aussi, c'est-à-dire ce retour au collectif. Et alors moi justement sur l'Amérique, il y a un aspect qui moi m'a un peu intéressé, c'est le fait que les Américains sont hors champ, ils sont hors champ même quand ils sont dans les scènes. C'est-à-dire que l'ambassadeur, par exemple, on voit pas son visage en fait du début jusqu'à la fin. J'ai créé quelques scènes. Et en même temps, pour autant, on n'est pas non plus dans une posture, on va dire xénophobe ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est plus un constat en fait de cette dépendance, sans forcément que les Américains soient d'affreux jojo quoi. Et il y a plus là, quoi, et voilà, et l'ambassadeur notamment est plutôt, ils bossent également. un personnage qui est plutôt compréhensif, qui est plutôt en soutien en fait de voilà, même si évidemment peut y avoir des arrière-pensées militaro-industrielles aussi derrière, alors que les Japonais eux sont plutôt dans une idée de s'adapter, de contrôler en fait ce truc-là, de l'intégrer dans un écosystème en fait. Donc là aussi des espèces de différences de philosophie sur le rapport à la nature et de méthodologie qui sont assez intéressantes à regarder. Tout ça dans un film avec un gros dinosaure nucléaire. Exactement. Donc qui vient de ressortir en Blu-ray chez Spectrum Film, en UHD, en Blu-ray et en DVD, avec une chier de bonus absolument passionnant, des making-of, des entretiens, des interviews. C'est absolument merveilleux. Donc vous voyez et revoyez Shin Godzilla, un des plus grands films des 15 dernières années, on peut le dire. Et puis un Godzilla qui est joli, quoi. Un Godzilla qui est super beau, qu'est-ce qu'il est choupi comme tout, ce gros patapouf. Est-ce que, oui. Alors que moi j'aime bien, alors que mon top des 15 ans, je l'ai terminé cet après-midi. Ça va changer. Moi j'aime bien ces grosses pattes de poulet, moi. J'ai toujours, mais qui sont logiques. Vu le poids et la taille du personnage, c'est logique qu'il ait un gros cul. Donc voilà, Shin Godzilla ressorti chez Spectrum Film, c'est absolument formidable. Quel grand film, quel chef-d'œuvre. On va passer à toute autre chose, on va continuer dans la destruction et on va aller en Italie, à Venise, une cité au bord de la destruction. J'adore Venise. Venise. Ah, Venise. Vous êtes bien dans En attendant Godard sur Stylab et donc c'était Johnny Sanders avec Eve of Destruction, encadré bien évidemment par 2 extraits de Indiana Jones et la dernière croisade qui se passe à Venise, Italie. Car donc de Venise, il y en est question dans l'avant-dernier film, donc en date de Alex de Iglesia, Venezia Fregna, donc sorti en 2022 en Espagne et qui arrive chez nous directement bazardé en VOD sur Amazon Prime. Bon, on est coutumier du fait des films de Alex de Iglesia qui sont toujours très mal distribués chez nous, qui sortent soit plusieurs années après en vidéo, directement en DVD, voire parfois. Je crois que le dernier qui a été distribué correctement, c'est Zigo Amordi. El Bar, non. Chez le bar, je me souviens même pas qu'il est sorti en France. On avait parlé, mais effectivement, il était sorti en VOD aussi. Effectivement, c'était The Garamordi en 2011, parce qu'en plus, après El Bar, il avait fait un autre film, adaptation d'un film italien, Le Jeu Perfectos Descontidos, qui avait aussi connu une variation française, Le Jeu, réalisé par Fred Cavaillé. C'était tout pourri. La version italienne était bien pourrie aussi. Celle de l'Iglesia était peut-être la meilleure, mais on partait déjà d'un postulat pas terrible. Et son dernier film en date, donc Les 4 Passagers, qui est sorti en Espagne l'année dernière, n'est pas encore sorti chez nous non plus. Tout comme, je crois, officiellement, sa série $30, qui a connu 2 saisons pour l'instant, qui n'est pas encore, je crois, dispo officiellement en France non plus. Mais donc Venezia Fregna sur le papier, projet très excitant, parce que donc Alex de la Iglesia va donc dans la capitale des Doges, à Venise, donc qui est donc en proie, comme on le sait, au surtourisme, et une ville qui s'enfonce dans les profondeurs de la mer, et donc notamment toute cette question du surtourisme, et donc au cœur de son film, où une bande de touristes espagnols jeunes, débiles, insupportables à faire des crétins de touristes à perche à selfie, qui donc débarquent en plein carnaval de Venise. Évidemment, ils remarquent quand même un petit peu, mais pas trop, parce qu'ils sont un peu cons, que ça énerve un petit peu. Il y a comme qui dirait une certaine forme d'hostilité latente. Voilà, c'est ça. De la part des habitants. Ça énerve un peu les locaux, et donc évidemment, ça va partir en sucette. Il y a un de leurs camarades qui va disparaître. La police a pas l'air super enthousiaste ou active pour les chercher. Une réceptionniste d'hôtel jouée par Caterina Murino, qui est le seul non connu du casting, parce que c'est la première fois, je crois, que Alex de l'Iglesia tourne exclusivement avec des gens qui ne sont pas des habitués de son cinéma, ces vieilles gueules que l'on retrouve dans son cinéma depuis 30 ans. Donc là, c'est effectivement juste des jeunes. Et va commencer un genre de jeu de chat et la souris et de jeu de massacre entre un vieux bonhomme masqué qui a l'air très très méchant et cette bande de gros débiles mentaux. Et donc, ce que je disais sur le papier, ça peut être assez excitant, et je trouve que
que l'exécution est quand même globalement foirée dans les grandes largeurs. À la fois en termes formels, je trouve que le film n'est vraiment pas très beau et pas très bien filmé et mis en scène, alors que c'est pourtant en général une des principales qualités du cinéma de Alex de l'Iglesia, qui a toujours un côté un peu foutraque dans son cinéma, mais qui fait aussi tout le charme de ses films. Alors que là, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout, allié à, on va dire, une lourdeur de discours et de personnages, parce qu'effectivement, tous ces personnages sont quand même globalement hyper cons et très désagréables, donc on dit que finalement, c'est pas très grave que ces gens-là, et ça tomberait presque dans une forme de cynisme qui finalement, on va dire, perdrait un petit peu sa visée critique première, qui est aussi quelque chose d'assez typique de son cinéma. Thibaut. Ouais. Et voilà. Pourtant, ça partait bien, générique magnifique, postulat de départ, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Surtout que voilà, hein, il y a des masques, on va aller un petit peu dans les la féerie des costumes, les costumes, on va aller dans les bas-fonds de Venise, mais il y a pas de sous-sol à Venise. Qu'est-ce que vous racontez, bande de blaireaux? Enfin voilà, il y avait tout un pan il y avait quelque chose vraiment de la Iglesia dans ce film. Il commence quand même par une pirouette parce qu'il dit que c'est basé sur genre des trucs réels mais qu'ils ont romancé. Enfin, ouais. Alex, pas sérieux, wesh. Et bon, ça part bien. On va dire l'un des premiers méchants qu'on voit avec son masque est plutôt bien iconisé. Très belle gestuelle. Tu dis allez, ça va marcher. Un petit jeu de massacre là pendant 1h30 et pourquoi pas, en espérant que ça aille crescendo. Et puis au final. Tout ça, ça sonne un petit peu cheap, hein, quand même. Pchit. Ouais, ça fait pchit. Tu vois alors il y a des très belles choses. Moi, la scène de la boîte de nuit, je trouvais ça plutôt pas mal. Aussi, je trouvais ça bien. Moi. Je trouvais ça plutôt pas mal. Le plan de fin est un joli plan également, mais voilà, c'est vrai, il y a vraiment 2-3 choses à sauver de ce marasme alors on vient puis qui tourne assez vite en rond, je trouve. Ouais, voilà, ça tourne en rond, il y a aucune évolution. Enfin, et puis ce côté, oui, à la fin, tu parles de cynisme. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Tu devrais avoir de l'empathie pour les habitants de Venise qui se font démonter à coups de super paquebots qui arrivent dans la lagune. Ouais, pour l'un ou l'autre, en défoncent. fait, tu choisis, soit t'as de l'empathie pour les victimes, soit t'as de l'empathie, en fait, on va dire, pour les méchants. Là, en fait, tout ça, c'est bancal. Tout ça, c'est bancal, et au final, tu sais pas trop ce qu'il veut raconter, en fait. Où est-ce qu'il situe son curseur? C'est, où est le point de vue, quoi. Ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Où est le point de vue, en fait? Il y a pas de point de vue, c'est un peu emmerdant, en fait, venant de la part d'un des plus grands cinéastes européens contemporains, et tu te dis, ben, là, alors, voilà, peut-être cahier des charges, conditions de production, tourner à la va-vite, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé, c'est mal passé, et ça, c'est très dommageable. Docteur. En fait, pour moi, moi, j'ai pas détesté le film. Hein. Moi, je serais moins sévère que vous. Moi, je trouve que ça tient à peu près la route en tant que série B sur les 2 tiers du film, jusqu'à la scène du théâtre à la fin, que je trouve avec un décor que moi je trouve plutôt cool dans le théâtre. Mais pour moi, c'est dans la dernière partie que ça se gâte, en fait. C'est-à-dire pour moi, il y a un problème d'écriture, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a eu des réécritures? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été coupés? Parce qu'ils sont improvisés. Surtout que Alex de la Iglesia nous a habitués à avoir des scènes finales généralement qui sont un peu l'acmé de ce qu'il veut faire, en fait, hein. Donc on finit par avoir généralement, il y a un payoff, quoi, généralement dans tout ce qu'il met en place. Et là, c'est vrai que c'est assez déceptif, et je serais très curieux de savoir si c'est volontaire ou pas volontaire, parce que dans la dernière partie du film, une des héroïnes, elle a un futur mari qui est pas là, qui débarque tout d'un coup, qui sert à rien. Qui sert vraiment à rien, c'est-à-dire qu'il arrive, il voit des trucs horribles, il se barre. Alors que moi, je m'attendais à ce qu'il crève, quoi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que quelque part, il m'a frustré, en fait, dans un certain nombre de trucs. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que, voilà, ce personnage qui est assez odieux, qui est assez propriétariste, qu'il en prenne plein sa mouille, lui aussi. Tous ces touristes énervants, moi, j'étais prêt à les voir crever, en fait. Ah, ben, moi aussi, hein. À la fin du film, moi, j'étais prêt à voir tout ce monde-là se faire saigner comme des porcs, et ça aurait été très bien, quoi. Et je comprends pas pourquoi. Là, il y a une espèce de, en fait, c'est assez marrant, il y a une espèce de sauvetage de dernière minute. Oui, c'est ça. Dans ce film-là, qui est assez incompréhensible, en fait, par rapport au reste de l'histoire.
Et c'est là où je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a mis ses grosses pattes, ou alors c'est Alex de la Iglesia lui-même, j'en sais rien, c'est peut-être totalement de sa faute, mais j'ai vraiment le sentiment que j'ai l'impression que c'est pas la même personne qui écrivait la fin que la personne qui avait écrit les autres. Et moi je trouvais qu'il y avait plein de trucs bien, il y avait l'idée que, il y a ces deux frères, qui se tire la bourre sur comment faire fuir les touristes. En plus, il écrit avec son co-scénariste habituel, le Jorge Guéchari. Oui, puis il y a tout le rapport avec la peste, tout le rapport avec la question de le tourisme comme épidémie. Enfin, tu vois, il y a cette scène d'égorgement sur un pont où tout le monde rigole en prenant des selfies parce que tout le monde pense que c'est de la comédie sous prétexte que Venise c'est un décor de théâtre. Donc, c'est le carnaval. Donc rien n'est vrai à Venise, voilà. Et je trouve qu'il y a pas mal de trucs bien en fait dans ce film-là, mais je trouve que c'est amoindri de manière très forte par les 15-20 dernières minutes en fait, où je me suis dit mais je comprends pas exactement ce qui se passe. Moi j'aime bien par exemple l'idée du complot généralisé, c'est-à-dire l'idée où t'as l'impression que tous les Vénitiens sont dans le coup. Ça j'aime bien moi cette idée-là, quoi, l'idée que tous les Vénitiens sont dans le coup contre les touristes, l'idée des personnages antipathiques qui vont tous mourir, ça j'en ai rien à foutre, c'est finalement un trope des années 80 qui est assez qui est repris ici, mais puis une scène de boîte de nuit, la scène du théâtre, moi je trouve avec ce petit truc où le méchant accroche une des victimes avec des crochets et la suspend depuis comment dire les rampes au sommet du théâtre, et puis dans un petit geste sadique fait bouger la fille comme un pantin. Là je trouve qu'il y avait, là je me suis dit c'est pas mal ça, c'est et en fait ça aurait dû se terminer là, en fait ça aurait dû se terminer dans ce théâtre, en fait dans ce théâtre de sang. Ouais, toute la confrontation aurait dû se terminer là, je sais pas, tu faisais en sorte que le théâtre et le QG des méchants soient au même endroit, ou alors il aurait fallu que ça se termine par un jeu de massacre géant entre les anarcho-vénitiens alors que là en fait ça finit sur genre un message de revendication un peu mais qui a aucun impact en fait, c'est-à-dire que moi ce que j'aurais voulu c'était une fusillade finale avec les flics dans cette espèce de pareil décor qui est super décor de ruines sur l'île l'île où on mettait les ossements des pestiférés, tout ça. Enfin tu vois, il y avait moyen de jouer justement sur le côté gothique, le côté brouillard, tout ça. Enfin j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que il n'est pas allé jusqu'au bout de son propos en fait, parce qu'à la limite que ce soit pas franchement, tu vois, que ce soit pas un grand film politique, je m'en fous un petit peu en fait, moi c'est pas mon, tu vois, c'est pas si tu me mets deux trois trucs satiriques Alex de la Iglesia, c'est pas non plus, voilà, tu vois, c'est pas quelqu'un qui revendique de toute façon de faire du cinéma politique, voilà, il y a de la politique dans son cinéma, mais enfin c'est pas un cinéaste militant, ça a jamais été, et surtout c'est un cinéaste qui privilégie toujours normalement le côté fun, et là je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire du côté fun, c'est-à-dire que fin du film par exemple il y a des petites idées à la con, comment dire, l'espèce de la manière dont le Rigoletto, donc le méchant bouffon, tue ses victimes, avec une porte où il y a des masques, et les gens quand ils se rapprochent des masques, lui il est caché derrière des masques et il leur met un coup d'épée dans le vide, ça c'est cool ça. Il y a quelques, ça vous amuse. Voilà, il y a quelques trucs très Alex de la Iglesia qui sont notamment les coups dans la gueule, le fait de se faire frapper avec des objets contondants, où ça a l'air de faire bien mal, voilà. Et ça il aime bien faire ça. Et tu vois pareil, il y a des trucs qui payent pas. Par exemple, à un moment donné, on nous montre que l'une des filles, elle est gymnaste. Donc elle est capable de faire des sauts, machin, tout ça. Et elle se fait avoir comme une idiote en fait, alors que ça aurait été bien de mettre ça un petit peu en jeu, justement, de nous laisser espérer qu'éventuellement elle va peut-être s'en tirer, etc. Qui fasse des cabrioles un peu impressionnantes. Voilà. Et avoir des personnages cons qui se font def, moi ça me pose. C'est un principe du slasher. Mais voilà, moi ça me pose aucun problème. Simplement, je pense je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a pas mené sa barque jusqu'au bout et pourquoi ça s'est pas terminé justement dans un showdown. Ah ouais, en fait ça s'arrête. Voilà, et on a l'impression au moment où tu penses que ça peut partir à devenir genre. Mais en fait, moi, arrivé à la moitié du film, je me suis dit, il y a trop de personnages, il y a trop de pistes. Il va jamais réussir à boucler ça. Et effectivement, en fait, voilà, ce que je craignais, c'est matérialisé, c'est que on a l'impression qu'il sait pas comment finir son film en fait. Donc voilà, Venezia Fregna de Alex de Iglesia, disponible en France sur Amazon Prime. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément fleurets. Alors moi les coups de cœur, ça va être Shin Godzilla parce qu'on en a parlé. Et puis pas mal, hein. Ouais, pas mal. Et puis si on peut saupoudrer ça de l'intégrale de la discographie de Nine Inch Nails. Ah bah oui. Voilà, plus que mon groupe du moment, voilà.
Ça fait un joli double programme, image plus son. Merci, docteur. Alors, moi, ce sera sans grande originalité. Ce sera Hit de Michael Mann sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu, puisque je l'ai présenté le week-end dernier dans ma ville natale de Quimper. Et c'était cool de bosser dessus. Et je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur Hit. Il y a plein de trucs à dire. Et en fait, il y a plein de trucs à dire. Et c'est définitivement un film, un film Friedkino melvillien. Voilà, avec des petites traces de Bullitt dedans quand même. Voilà. Mais mais j'aime bien les films melvilliens. Moi, j'aime bien les films de professionnels. J'aime bien les films avec des mecs qui font leur boulot. Genre le professionnel avec non, justement, moi j'aime bien parce qu'en fait ça fait vachement penser au Deuxième Souffle, ça fait vachement penser au Cercle Rouge, ça fait quand même vachement penser à tout ça quand même. Et ça fait vachement penser à French Connection aussi. Oui. Voilà. Et je trouve que Al Pacino et De Niro dans le sous-jeu chez De Niro et dans le sur-jeu chez Al Pacino sont très très bien tous les deux. Voilà. Et tous les acteurs et tout le casting d'ailleurs est parfait. De mort. Ouais, merci. Alors moi, ce sera un documentaire de 2011 de Atahualpa Lichi, le mystère des lagunes, fragments andins sur justement la musique des Andes au Venezuela, la tradition orale, la musique, son héritage, les contes et les traditions. Donc dans cette région des Andes, c'est absolument merveilleux. Et un film dont nous reparlerons dans quelques semaines de Rahul Sadarishan, Brahma Yugan, film indien malayalam de folk horror absolument hallucinant et terrifiant. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Ulysse à la mise en son et Margot à la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.